s'agit d'une histoire d'amour. La vie est morte de la jeune fille blonde, c'est une histoire d'amour. My love, there's only you in my life. Je suis pas sûr de ces intros en fait. Mais bon, c'est une très belle chanson. Hein. Ils ont deux têtes bizarres. Lionel Richie et Diana Ross sont deux têtes bizarres. Elle a le même chirurgien esthétique que Michael Jackson. Now, I want to share all my love with you. J'arrive pas à faire la voix de Diana Ross, qui est un échec dans une vie, mais Lionel Richie, j'y arrive un peu. Tell me how much you care. Bon, allez. J'aime bien ces intros là, un peu musicales. Alors, on est parti pour le chapitre 12. Hein, c'était une super intro musicale. Moi, je dis que, j'assure. Je veux dire, là, c'est en train de se perfectionner à une allure. Donc, petit récap. Bon, le mec à la quarantaine, il est un peu paumé, il va dans un dîner. L'autre raconte qu'il a une fille qu'il a perdue de vue, qui est prostituée, droguée, séropositive. Le type réalise que c'était la fille qu'il avait dépucelée quand il avait 16 ans. Il décide, ça lui fait un choc métaphysique, il décide de la retrouver. Il part dans un TGV pour Marseille où elle est censée faire le trottoir avec dans l'idée de retrouver cette fille. Il a connu cette fille, une fille magnifique, une jeune fille blonde de 13 ans. C'est elle qui l'a initié, qui l'a émerveillé en fait en le dépucelant. Et puis, il sait pas ce qui va se passer en fait, mais il veut la retrouver alors qu'il voit bien que c'est n'importe quoi en fait. Dans le chapitre précédent, on croyait qu'on allait arriver à Marseille et on croyait qu'on allait savoir ce qui allait se passer. Puis en fait, on s'est retrouvé à New York et il nous a raconté comment il avait rencontré le père en fait. Et voilà. Bon, on en est là. Et donc, j'espère que dans le chapitre 12, on va arriver, enfin, on est arrivé à Marseille, mais on va assister à la rencontre. J'ai pris une douche. C'est drôle qu'on ait gardé dans les gènes, après plusieurs générations, cette conviction inconsciente que les voyages salissent. Je n'avais pas fait 3 jours de diligence, juste 3 heures de train très propre, mais il fallait que je me lave. Je me voyais le corps moulu par les bosses des mauvais chemins et couvert de poussière incrustée. Et je suis sorti, après avoir bu une autre Heineken en bas, sur l'unique fauteuil du salon pour me donner du courage et profiter de mon séjour à Marseille. Je suis allé directement devant l'immeuble où habitait Céline. Je préférais la voir sans être vue avant de la rappeler, pour m'assurer que c'était bien elle, et surtout pour essayer de deviner sur son visage si elle était aussi malveillante et désormais inaccessible que le prétendait son père. Je ne tenais pas absolument à lui parler, je voulais juste la regarder, vérifier qu'elle était toujours quelque part dans le monde. Si elle m'apparaissait trop effrayante, si je sentais qu'aller plus loin serait inévitablement pénible, néfaste, je savais qu'à ce moment-là, un coup trop appuyé pouvait me déséquilibrer, je n'hésiterais pas à faire demi-tour, à reprendre le TGV pour Paris dans l'heure suivante. Par chance, il y avait un café sur le trottoir d'en face, décalé d'une quinzaine de mètres seulement par rapport à l'entrée de son immeuble. Je suis entré, c'était affreusement triste, terne et sale. Je ne sais pas si vous les entendez là, mais il y a des dealers qui... C'est pas des dealers, c'est des losers en fait. Putain, ils n'arrêtent pas de gueuler là. Vous les entendez ou pas? Je sais pas si vous les entendez. Bon, je reprends. Mais moi, je les entends, c'est saoulant en fait. J'espère que le petit micro là, il vous protège de ça. Par chance, il y avait un... J'ai envie de gueuler, mais il faut pas, parce que sinon après ça va être l'enfer dans le quartier en fait. Vous les entendez là? Vous entendez? Puis ça vole haut quoi, c'est des polytechniciens là. Alors, par chance, il y avait un café sur le trottoir d'en face, décalé d'une quinzaine de mètres seulement par rapport à l'entrée de son immeuble. Je suis entré, c'était affreusement triste, terne et sale, ça puait la mort lente. Il n'y avait que 3 personnes sous les néons blafards, 2 pauvres naufragés muets, appuyés sur le comptoir, qui regardaient au-dessus de leurs verres les bouteilles alignées en face d'eux, et le patron, un vieil arabe abattu, assis sur un tabouret près de la caisse, qui écoutait la radio, les yeux vers la rue, attendant la fin.
Ça me convenait très bien. Je me suis installé près de la baie vitrée, sur une chaise en plastique orange, et j'ai commandé un demi. Vous avez quoi en pression? De la bière. Que le patron est venu poser sans sous-boc, d'un pas traînant, sur le formica blanc collant de ma table. Quand j'ai tourné les yeux vers l'immeuble de Céline après une première gorgée, de la bière tu parles, j'ai réalisé soudain que je pouvais la voir apparaître d'une seconde à l'autre. J'ai bu une autre gorgée, en comprenant qu'elle pouvait ouvrir la porte avant que j'aie avalé ce liquide nauséabond, que le fantôme de mon adolescence pouvait surgir à tout moment de l'au-delà, de l'en-deçà, et s'incarner sous mes yeux avant que j'aie reposé mon verre. Mais 4 bières plus tard, on s'habitue au goût comme à tout. Céline ne s'était toujours pas montrée. J'avais vu entrer ou sortir 3 ou 4 jeunes mecs. Entrer ou sortir. Hein, là, ce sont soit deux coquilles, soit un jeu de mots qu'il a fait. Il a inversé les terminaisons. Entrer ou sortir 2 ou 3 femmes ou filles, mais elles ne pouvaient être aucune d'entre elles, même transformées par le temps, la maladie et l'héroïne. Je suis allé me balader à pied dans les environs, just a walk. J'aime pas ça, il l'a répété plusieurs fois, just a walk. Ça doit lui plaire à lui, mais moi je trouve ça naze. Donc, je suis allé me balader à pied dans les environs pour me détendre et visiter un quartier dans lequel je ne reviendrai probablement jamais, mais personne ne m'a demandé ce que je faisais là, tout seul, petit bonhomme. Vers 20h, je suis retourné à mon poste d'observation. J'étais le seul client cette fois, c'était plus déprimant que la plupart des autres expériences que l'on peut vivre dans une ville. Le patron devait commencer à me prendre pour un flic, ce qui ne m'aidait pas dans ma vaine quête du bien-être. Mais peu importait l'ambiance et le décor, tout pouvait... Excusez-moi, j'interromps, mais moi quand j'étais petit, j'ai été gardé pendant 1 an par ma grand-mère, qui vivait... qui était vraiment extrêmement pauvre en fait. Et on allait dans des cafés, mais je ne me rendais pas compte avec ma sœur, hein. On allait dans des cafés qui étaient recouverts de sciure au sol, parce que les gens crachaient en fait dans ces cafés. Et il y avait plein d'alcooliques. Ma grand-mère et puis ses amis, qui buvaient des pastis comme ça, mais sans glaçons en fait, avec que du pastis, sans eau, sans glaçons. Mais des trucs de fou, ils en buvaient 7-8 en fait. Et il y avait des sortes de touillettes. Et on récupérait les touillettes avec ma sœur. C'était notre jeu en fait. On a dû les vider de, je sais pas, quelque chose comme 2000 touillettes en fait, en plastique. Vous savez, avec des marques d'alcool là qui bougent dans une sorte de petite. C'était rigolo. Et donc ces cafés en fait, ces cafés-là, je me sens très bien dedans. Même encore maintenant, j'y vais quoi. Le Diplomate à côté de chez moi, c'est mon café en fait. Et c'est ça en fait. Bon, il n'y a pas la sciure, mais bon, c'est trash quand même. C'est les vieux qui jouent au rapido avec un seul verre pendant 2 heures, des mecs à l'extérieur qui n'ont pas de quoi s'offrir une consommation et qui regardent les résultats depuis le trottoir. Vous voyez, c'est tenu par 2 Chinoises, adorables d'ailleurs. Chloé vend des cigarettes et qui ont l'habitude de gérer aussi les embrouilles. Devant, il y a 2-3 jeunes qui font devant le bureau de tabac. Bon, ils vendent de la beuh, hein, devant le bureau de tabac, mais ils font les mains dans la poche. Dans les poches, c'est très rigolo. Et moi, je me sens chez moi, en fait, dans ces cafés-là. Voilà. Et l'autre souvenir, mais vraiment très fort, qui est associé à la sciure et à ces cafés-là, aux pastis, etc. Je déteste, hein, du coup, tout ce qui est pastis, Ricard, je peux pas. C'était que ma grand-mère, quand elle voulait que je lui foute la paix, me filait 1 franc. Il y avait un jukebox en fait. Et j'allais au jukebox et elle me demandait systématiquement, vous les femmes, de... Comment il s'appelle? Merde, c'est pas Enrico Macias. Vous les femmes, vous mon drame. Ce chanteur, Julio Iglesias. Voilà. Mais j'ai dû l'écouter 5000 fois, Julio Iglesias. Enfin bref. Plus tard, beaucoup plus tard, en fait, des dizaines d'années plus tard, j'ai découvert l'œuvre de Julio Iglesias avec des merveilles, quoi, avec Vita Vie, avec... c'est extraordinairement bien écrit. Et d'ailleurs, vous les femmes, je n'ai pas changé, tout ça, etc. C'est écrit au cordeau. Et donc, je ne saurais que trop vous conseiller Julio Iglesias, en fait.
qui est, qui est, c'est somptueux en fait. D'ailleurs, peut-être que je mettrai une chanson de Rulio, mais non, je vais me faire niquer par l'algorithme du copyright. Je la mettrai en lien en fait. Donc, enfin bref, donc ces cafés absolument sordides, moi je me sens bien en fait. Ça n'empêche pas, hein, j'ai eu des rendez-vous au Flore, j'ai eu des rendez-vous au Kong, j'ai eu des rendez-vous, plein de rendez-vous au fumoir, j'ai eu plein de rendez-vous galants au fumoir. Voilà, je sais évoluer aussi dans les cafés où le sucre coûte 12 euros, mais c'est pas chez moi. Enfin, si tant est qu'il y ait un chez moi en fait, mais c'est une autre question. Donc on reprend. Mais peu importait l'ambiance et le décor, tout pouvait changer, s'éclairer subitement, dès que je la verrais sortir de l'immeuble. Je sentais ma vie, peu brillante à cet instant, pour l'observateur extérieur qui jetterait un coup d'œil vers moi, sur le point d'être bouleversé et de changer de couleur. J'avais aussi conscience que Céline pouvait descendre de chez elle pour venir directement boire un café et une bière ici. Cela dit, pas de panique. J'aurais encore toute liberté de choisir ce que je ferais. L'héroïne et la maladie n'y étaient pour rien, mais je m'étais, moi aussi, sensiblement transformé. Et elle avait vu tant de gens depuis, lutter contre tant d'ennemis, et tourner tant de fois sur elle-même qu'elle ne me reconnaîtrait pas. Quand le patron a mis les chaises à l'envers sur les tables, un peu avant 21h, j'ai décidé que ça suffisait pour cette première journée à Marseille. Je lui ai souhaité une bonne soirée. Il ne m'a pas répondu. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai discuté 10 minutes avec le réceptionniste qui venait de perdre sa mère. Il parlait tout seul. Je ne servais que de support à accrocher ses phrases. C'est beau ça. Je ne servais que de support à accrocher ses phrases. Et ce n'est qu'une fois la porte de ma chambre refermée derrière moi que je me suis rendu compte que j'avais oublié de manger. Je me suis couché sans avoir sommeil et j'ai regardé Popstar. Énorme, énorme. Je me suis couché sans avoir sommeil et j'ai regardé Popstar. Moi j'aime, putain, qu'est-ce que j'aime. Le lendemain matin, après un petit déjeuner économique pour le directeur de l'hôtel et peu stimulant dans une salle déserte et tapissée dans le plus pur style des années Giscard, j'ai réintégré le bar et la mort lente. Le patron m'a à peine adressé un regard. Après tout, il devait se foutre complètement que je sois flic ou pas. Il écoutait sa radio. Je m'étais donné trop d'importance. Après 2 cafés, que j'attendrai que la langue française s'étoffe un peu pour décrire, et 2 bières, sous-entendus sont dégueulasses, mais j'adore. Après 2 cafés, que j'attendrai que la langue française s'étoffe un peu pour décrire, et 2 bières au bon goût de misère humaine, toujours pas de Céline. Il y avait d'ailleurs peu de monde dans cette rue, et je me sentais dans une grande solitude. Elle n'était pas loin, je le savais, je percevais sa présence proche. Il ne manquait pas grand-chose, mais le fantôme résistait. Il flottait près d'ici, mais refusait de se laisser attirer et capturer. Ou bien il ne parvenait pas à pénétrer dans notre monde. Une membrane invisible empêchait la jeune fille blonde de Carcans-Maubuisson de se projeter un quart de siècle plus tard à Marseille, ravagée. Elle était coincée dans le temps. Il fallait l'aider. Il fallait que j'agisse. Je suis parti chercher une cabine téléphonique. Céline ? Oui, quoi ? Bon, c'était bien elle. Je voudrais... est-ce qu'on peut se voir ? Pourquoi ? Je voudrais te parler. Tu ne dois pas te souvenir de moi, mais on se connaît. Tu veux quoi ? Rien. Je veux rien de spécial. Ne t'inquiète pas, juste te voir, 5 minutes, s'il te plaît. C'est toi qui m'as appelé il y a 2-3 jours ? Oui, j'étais à Paris, je suis descendu là. Putain, c'est quoi cette histoire ? Bon, je peux pas maintenant. Dans 1 heure, ça va, au tapis rouge. C'est où ? Tu connais pas le tapis rouge ? Non, je suis pas de Marseille, mais c'est bon, je vais trouver. C'est pas loin de chez toi ? Ben non, d'accord, à tout à l'heure. Ouais, salut. Ah, ça me fait bizarre parce que moi je connais bien Marseille. Et pas loin de chez moi, il y avait la rue du tapis vert, qui était la rue des prostituées. On a quitté Marseille quand mon père s'est fait poignarder, en fait. Bon, il a survécu, hein, il s'est pris un couteau dans la main. Et là, mes parents se sont dit, faut vraiment qu'on parte parce qu'on va mourir. Et il y a la rue du tapis vert. Et les Marseillais, ils la connaissent bien, en fait. Ils ont aussi nettoyé dans ce coin-là, l'Alcatraz, tout ça, etc. Ils ont balancé des dizaines et des dizaines de millions d'euros et c'est toujours sordide le soir. Et mais tout, c'est abominable en fait. C'est abominable. J'y suis allé avec un ami de 30 ans, Stéphane. On était 2 mecs à 8 heures, on avait peur. Et Stéphane, il est corse. Et quant à moi, ça se voit pas trop, mais en fait, je suis passablement dangereux dans un combat de rue.
Et donc, on s'est dit, putain, on se sent mal alors que, à la base, il y a peu d'endroits, en fait, où on est censé se sentir mal. Nous deux, je veux dire. On a fait les cons avec Stéphane quand on était jeunes. C'est une autre histoire que je détaillerai une autre fois si j'en ai envie. Et donc, voilà. Donc là, il parle du tapis rouge, mais je connais pas. Mais par contre, je connais la rue du tapis vert. C'est vrai qu'il doit y avoir plein de tapis de différentes couleurs. Elle n'était pas si méchante que ça. Les 23 dernières années avaient juste déposé sur elle quelques couches de malheur, de méfiance et de colère. Mais je réussirais peut-être à gratter, à les décoller par endroits, en reprenant mon air de 16 ans. Elle se laisserait faire. Je pourrais difficilement décrire l'état dans lequel je me trouvais après avoir accroché. Je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai fait dans la demi-heure qui a suivi. J'ai marché, je pense, sans rien regarder. J'étais tourné vers l'intérieur. Je me sentais dense et entier, prêt à vivre quelque chose d'étonnant. L'élastique du temps était étiré au maximum. La membrane allait céder pour laisser passer Céline. Tout se tendait autour de moi, tout se figeait. Je n'attendais plus que le déclic, la délivrance. J'étais concentré, prêt à vivre quelque chose. J'ai trouvé assez facilement le tapis rouge, qui se trouvait à 400 ou 500 mètres de chez Céline. Après m'être renseigné dans une épicerie où j'étais entré pour acheter des mouchoirs en papier, peut-être à cause du changement de temps entre Paris et Marseille, où il faisait beau et doux, ou du chauffage dans le train la veille, j'avais le nez qui coulait. C'était un grand café, genre brasserie de 3e zone. Je le regardais de loin en approchant son trottoir d'en face. Je sentais en moi des picotements, des frémissements. Je le voyais au bout de la route, qui longeait le champ de Carcons-Maubuisson de l'autre côté. Il suffisait de traverser cette route où était passée la voiture de son père, Paul, juste quelques pas dans le temps, et nous allions nous retrouver là tous les deux, dans ce café marseillais où tant de choses s'étaient déjà passées et que je ne connaissais pas. J'ai traversé la rue devant une moto qui a failli m'écraser. Ce serait consternant, je me suis dit. Ça ferait hurler les spectateurs dans la salle si j'étais le héros d'un film. Heureusement, non. Tout se passe plus simplement dans la vie, qui nous laisse aller au bout des choses souvent. Puis j'ai longé, sans me presser, la longue baie vitrée en examinant minutieusement les clients à l'intérieur. Je me serais bien arrêté pour mieux étudier le terrain, mais je n'aime pas trop me faire remarquer, et je n'aurais échappé à personne planté là, les yeux plissés. Or, je ne saurais dire pourquoi, je ne percevais pas une atmosphère particulièrement amicable de l'autre côté de la vitre. J'avais une demi-heure d'avance, mais peut-être qu'elle aussi. Il n'y avait pas foule aux tables, une dizaine de personnes, dont quelques femmes, mais aucune, à mon avis, qui pouvait ressembler à Céline. Inconsciemment, je cherchais une jeune fille en sweatshirt pâle rose. Sans quitter des yeux l'intérieur de la salle, je distingue une forme seule au fond, je franchis la porte et quelqu'un me donne un coup de poing foudroyant en pleine tête. J'ai l'impression d'avoir été percuté de plein fouet par une massue en fer lancée à toute volée. Je suis stoppé de net et ça fait un bang effroyable. Ça résonne dans mon crâne, ça se propage dans tout mon corps. Au moment, un quart de seconde plus tard, où je réalise qu'il n'y a personne devant moi, qu'est-ce qu'on m'a lancé? Je comprends que je n'ai pas franchi la porte. Je me voyais déjà à l'intérieur du café, mais non, je suis toujours dehors, et tout le monde dedans me regarde. Les attablés, les types du comptoir tournent ensemble la tête vers moi, et me voient les jambes fléchies, les bras levés devant la porte vitrée pour me défendre ou attaquer, avec sans doute une horrible grimace de terreur et d'ahurissement sur le visage. Ils ont peut-être peur 3 secondes, qui est cette brute agressive qui va tout casser, avant de se dire que de toute façon, je ne peux pas leur faire grand mal, même si je suis très énervé. Je n'ose pas bouger, de peur de tomber. En temps normal, je serais évidemment reparti vers un autre café du pas le plus naturel possible, ce qui n'aurait fait que me rendre à leurs yeux encore plus bizarre et inquiétant. Mais là, j'étais obligé d'entrer. Je n'allais pas rater un rendez-vous avec mon adolescence pour une simple histoire d'amour-propre. J'ai donc ouvert la porte sous le... Oh putain! Oh là, il y a eu un coup de vent. Oh putain, ça c'est... Ah, ça m'était jamais arrivé. Waouh. Bon, vous avez survécu? Putain, il y a de l'action en plus. Merde, comment se fait-il que le vent... Ouais, ben, ça vente ici en fait, hein. Ça va recommencer ou pas, hein? Là, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Merde. Bon, bah si ça recommence en fait, hein. On va pas mourir. Alors, j'ai donc ouvert la porte sous le feu de 15 regards interloqués ou suspicieux. Je me demande quand même ce qui peut pousser le patron à nettoyer à ce point sa porte vitrée, alors que le reste de son barré, je ne dis pas ça pour critiquer, mais enfin, si sale. Et je me suis dirigé vers une table libre, en essayant de me donner de la nonchalance très difficile, d'un pas vaporeux,
Dans un grand silence et un certain malaise. Personne n'osait bouger une oreille. Après m'être assuré que la forme seule que j'avais distinguée au fond n'était pas Céline, je me suis assis, sans me laisser intimider par l'attention générale, très digne, des bourdonnements dans la tête et une grosse bosse qui commençait à enfler sur le nez. Ça va, monsieur m'a demandé le garçon d'un air plus méfiant que prévenant. Très bien, très bien. Plus de peur que de mal, j'avais l'esprit ailleurs, je n'ai pas vu la porte. Vous désirez boire quelque chose? Oui, ce n'est pas parce que j'essaie d'entrer quelque part, sans prendre la peine d'ouvrir la porte, que je suis un fou et que je m'installe dans les cafés sans la moindre intention de boire quoi que ce soit. Un demi, s'il vous plaît. Il m'a fixé durant quelques secondes, sur le point de me dire « Tu crois pas que t'as assez bu, mon petit père ?» Puis il s'est ravisé. Je n'étais quand même pas le pire client de l'endroit, pitié, et a fait demi-tour pour aller me chercher mon verre. Les conversations reprenaient peu à peu, les regards se détournaient de moi. Oubliez-moi, je suis redevenu comme tout le monde. C'était une erreur d'étourderie. Tirons un trait sur le passé. Maintenant, ma bière devant moi, j'attendais. Je ne parvenais pas, contrairement à d'habitude, à m'intéresser à mes voisins, à écouter ce qu'ils disaient, à observer leurs tics ou leurs visages marqués. Je n'étais qu'attente dans ce grand bar misérable. Le tapis rouge n'avait pas été déroulé ici depuis bien longtemps, sans doute depuis le jour où Marilyn Monroe était venue boire un pastis. L'heure du rendez-vous est passée, et celle d'après aussi, mais j'étais décidé à rester jusqu'à la fermeture s'il le fallait, jusqu'à ce qu'on me mette dehors. Oui, c'est le cinglé qui a essayé de passer à travers la porte ce midi. J'ai vu entrer 3 femmes qui n'étaient pas Céline. Je n'arrivais à penser à rien. Ce que je trouve fort, en fait, c'est que c'est Robert McKee, en fait, dans Story, le pape de l'écriture scénaristique californienne, qui explique que le cinéma, en fait, consiste à montrer et pas à parler, en fait. Il ne réside pas dans les dialogues, il faut montrer, en fait. Et là, ce que je trouve fort, c'est qu'alors que c'est de la littérature, en fait, c'est de l'écriture, il montre. Parce qu'évidemment, cette histoire de porte transparente qui le frappe, euh, qui l'empêche d'entrer, son étourdissement, sa honte, en fait, c'est clair, hein, il faut les lire comme... c'est métaphorique, en fait. C'est la difficulté qu'il a à accéder à ce passé. Vraiment, je ne crois pas que j'exagère en disant ça. Et d'ailleurs, il le dit avant, il parle de la membrane, etc. Donc voilà, en fait, il ne fait pas de grandes phrases en expliquant, mon Dieu, c'était sordide. Bon, il lâche quelques petits détails. Et sinon, en fait, voilà. En simplement décrivant à la Buster Keaton son déplacement raté dans l'espace, on voit toute la maladresse de sa tentative, le caractère... c'est pas maladroit. Le caractère branque du personnage, en fait. Enfin, je trouve. J'ai l'impression que c'est un livre qui montre, alors que normalement c'est le cinéma, en fait, qui montre. Donc, j'étais assis depuis 2 heures sans bouger quand elle est arrivée. Une femme livide, exténuée, a franchi la porte, après l'avoir ouverte, puis s'est arrêtée à 2 mètres du comptoir et a balayé faiblement la salle d'un regard éteint qui s'est fixé sur moi. J'ai compris que c'était elle et j'ai fait une petite mimique ridicule en haussant les sourcils pour dire à peu près « Si c'est toi, c'est moi ». Elle s'est avancée d'un pas traînant, boitant un peu, le corps infirme sous son t-shirt blanc et son jean, et s'est assise en face de moi sans expression sur le visage. Une femme en lambeaux. C'était une grande brune très maigre, cassante, sans sein ni hanche, avec une tête de pigeon écrasée, des yeux noirs enfoncés dans les orbites, un nez pointu et une petite bouche sans lèvres. Pas Céline. Tu es Céline? Oui. J'ai senti tout s'effacer autour de moi. Le décor, le bar Marseille, s'éloigner de moi et m'isoler. L'image de la jeune fille blonde allongée dans le champ a disparu instantanément, comme si on venait de rallumer la lumière, et je suis resté seul dans le vide en face de cette femme étrangère au visage dur. Qu'est-ce que tu veux? On se connaît, c'est ça? En fait, je te préviens tout de suite, j'ai pas la mémoire des têtes, alors te vexe pas. Je crois qu'on ne se connaît pas, en fait. Quoi? Faudrait savoir. Tu es la fille de Paul Moratti? Ouais. Attends, t'es un pote à mon père? C'est quoi ce plan? Non, je le connais, oui, mais c'est pas lui qui m'envoie. C'est qui alors? Personne. Je croyais qu'on s'était déjà rencontrés, mais je me suis trompé. Putain, tu m'as fait venir ici pour rien? Qu'est-ce que je faisais à l'autre bout de la France avec cette inconnue aigre et froide? J'étais venu chercher des souvenirs, de la force et de la beauté. Je me retrouvais posé tout seul dans un présent sordide,
pitoyablement présent, étriqué, comme Schubert assis sur la cuvette des chiottes. J'étais venu jusqu'ici pour voir cette fille. Depuis 3 jours, j'avançais pour rien, je m'enflammais pour rien. La porte avait claqué derrière moi. J'étais Schubert, et je ne pourrais plus jamais sortir des chiottes. Je suis désolé, excuse-moi, je suis désolé. Je croyais qu'on s'était rencontrés il y a 20 ans, mais non, quoi. Fais chier, j'ai pas que ça à foutre. Tu me paies un café au moins? Bien sûr, oui. Tu m'apportes un café, Jean? C'est quoi ton histoire alors? Non, rien. J'ai connu une fille quand j'avais 16 ans et... Ouais, d'accord, je vois le genre. Ben, c'était pas moi. T'as pas une clope? Et c'est pour ça que t'es venu de Paris? T'as du feu? Oui, c'était à Carcans-Maubuisson. Je crois que t'es allé là-bas avec ton père, c'est pour ça. Non, ça me dit rien. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Merci, Jean. T'as pas vu Bachir? Non, ma belle. Si, ton père m'a dit que vous étiez parti en vacances là-bas quand t'avais 13 ans. Enfin, c'est pas grave. Si tu veux, bon, on va pas y passer la nuit. J'ai pas vraiment la mémoire des lieux non plus. De toute façon, tu dis qu'on se connaît pas, alors qu'est-ce que ça peut te foutre? Je peux te demander un truc? Ouais, ça t'embête de me passer un peu de thune? J'avais envie de la pousser pour qu'elle disparaisse. Je n'avais rien contre elle, mais je voulais que ça se termine. Je vérifie que ça tourne toujours en fait, parce que depuis que le pied est tombé, ouais, je voulais que ça se termine. Maintenant, j'étais fixé, dépossédé, tarte. J'avais envie de me retrouver seul pour voir ce que je pouvais faire. Comment ça? Je sais pas, 30 ou 40 euros, t'as pas ça? Je suis dans la merde là. J'ai pas grand chose sur moi, non. Sans déconner, t'as pas 40 euros. C'est pas le rapia, 30. Non, écoute, putain, arrête, je les connais, les potes à mon père. T'es pété de thunes, je suis sûr. Et moi, j'en ai besoin. Vas-y, je sais pas, 20 euros, ça ira. Tu vas pas pleurer pour 20 euros quand même. C'est pas le problème. Je te suce si tu veux. Merci, non, t'es gentil. Alors vas-y, file-moi un billet, putain. Attends, t'es qui, toi? Tu viens me faire chier? Tu me fais sortir chez moi pour rien? Je sais pas quelle connerie d'il y a 20 ans, et tu veux même pas cracher d'icus? Écoute, je crois que c'est bon, là. Excuse-moi de t'avoir dérangé, je suis vraiment désolé, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est bon, connard, va. Je dégage, t'inquiète pas, et va te faire enculer. Ne dis pas ça, tu ne sais pas qui je suis Schubert. Tout se passe bien, ma belle? Ouais, je me casse, je perds mon temps avec ce baltringue. Si tu vois Bachir, tu lui dis que je suis chez moi. Pas de problème, à plus tard. Je vais vous demander de me régler, monsieur. Voilà. Alors en fait, ben c'est le beat total en fait, hein. Mais alors total. Et mais c'est pas fini. Le livre n'est pas fini. Et, euh, et c'est dommage parce que ceux qui ont suivi, vous avez galopé. Je suis sûr que vous avez galopé. Peut-être que vous avez galopé plus que le narrateur en fait. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est super déceptif. Bon, avant, il y a eu Flaubert, enfin, il y a eu plein de gens hein, qui ont fait des romans déceptifs. Et du coup, en fait, on comprend mieux, en fait, toute cette construction, les 11 chapitres préférents, c'est les 10 ou 11 chapitres précédents, les détours, Il s'est fait une bulle, le mec. Il s'est fait une bulle. Et, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette bulle-là, dont tout le monde se fout, c'est indispensable, en fait, à l'amour ou au sentiment amoureux, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Parce que si l'imaginaire n'est pas enclenché, bah, il ne se passe rien, quoi. Il peut y avoir du désir, il peut y avoir de la complicité, etc. Mais voilà. Et puis là, en fait, c'est de l'imaginaire de luxe, en fait. Bon, ça a coupé. Maintenant, le Wi-Fi s'y met. Le pied tombe, le Wi-Fi s'y met. Donc, ce que je disais, c'est que là, c'était de l'imaginaire de luxe. Je ne sais pas combien de temps ça a coupé. C'était de l'imaginaire de luxe parce que c'est de l'imaginaire mythologique. C'est mythologique. Son adolescence pour le personnage, c'est son antiquité à lui, vous voyez. On a tous une antiquité. C'est notre adolescence, en fait. Pas l'enfance. C'est l'adolescence. Et, et comme un con, il a cru qu'il allait pouvoir... Il y a ça chez Welbeck aussi. Cette idée que l'adolescence est récupérable, en fait, qu'on peut la retrouver. Et alors qu'à la base, pour la plupart d'entre nous, l'adolescence, c'est abominable. Enfin, je sais pas, il y a peut-être quelques chanceux là qui avaient la moto, le blouson chevignon et qui se faisaient sucer à 15 ans, mais
pour les autres. Je veux dire, l'adolescence, c'est jamais Jojo. Donc, ce serait bizarre de vouloir retrouver cette époque pourrie. Et voilà, parce que je crois que cette époque, en fait, c'était l'équivalent de tous les chapitres, là, les 10 ou 11 chapitres qui précèdent la rencontre. C'est l'époque où on se fait une bulle de sa vie à venir, en fait. Voilà, on est sur le point de tomber amoureux, d'aimer sa vie. Elle n'a pas commencé. On va la rencontrer. Et souvent, comme le narrateur avec la Céline, on est déçu. Bon, peut-être pas autant que ça, là. Mais, donc, je sais pas. Je trouve que c'est très, du coup, c'est un livre sur le fonctionnement de l'imaginaire, en fait. À l'échelle d'une vie, mêlé à l'amour, parce que le reste, ça compte pas beaucoup, en fait. Ça m'a toujours fait marrer, en fait, les gens qui sont dans des... qui racontent leur vie en fond... Par exemple, ils racontent leur CV professionnel. Ou on leur demande de résumer leur vie. Et ils racontent ou alors ce qu'ils ont réalisé, quoi. On n'en a rien à foutre, en fait. Mais eux-mêmes, ils en ont quelque chose à foutre. Mais je crois qu'il y a des gens, en fait, pour qui ça, c'est plus important que le reste. Comme disait Léo Ferré à Bernard Pivot, il y a très peu de gens qui aiment. Ça, quelquefois, on met une vie à le comprendre. Il y a très peu de gens qui aiment. Enfin, je veux vraiment, en fait. Je pense qu'il y a des gens capables, enfin, pour qui c'est capable d'aimer. Vraiment, je veux dire. Il y en a peu, en fait. Les autres s'imaginent, en fait, qu'ils en sont capables. Quelquefois, au bout de plusieurs décennies, ils se rendent compte qu'en fait, ben non. Alors, ils entendent parler, en fait, ils en entendent parler. Puis, il y a plein de gens, en fait, qui meurent sans avoir aimé. Bon, être aimé, on ne contrôle pas. Mais remarquez, aimer non plus. Ben si, plus, quand même. Aimer, c'est une vocation. Donc, on ne contrôle pas, mais c'est comme le miel et les abeilles, quoi. Je veux dire, l'abeille fait du miel, quoi. Donc, les gens qui aiment, ils aiment, en fait. Même s'ils ne contrôlent pas. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais chercher une autre... là, je vais chercher une autre... J'ai redécouvert The Dirty Youth. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui se souviennent de The Dirty Youth. Alors moi, j'adorais It's For You, mais c'est pas It's For You que je vais vous mettre, c'est le début de Fight, en espérant que la fin de la vidéo ne sera pas croppée, flinguée par Facebook, YouTube et tout ça. Je vais mettre juste un extrait, donc normalement ça devrait passer. Et on va se quitter là-dessus, et on va se retrouver demain, pareil, 9h30, 10h, je sais pas, je préviendrai. On y va ? Et puis je mettrai le lien pour que vous puissiez un peu vous défoncer au casque en pleine nuit. Enfin moi c'est ce que je fais avec... je me suis réécouté quasiment l'intégrale de Dirty Youth. Et je comprends pas pourquoi ce groupe a plongé, pourquoi ils n'ont pas eu plus de succès. Voilà, et je trouve que ce morceau colle bien avec le chapitre qu'on vient de lire. Bon, c'est parti. Vous êtes prêts ? Faut l'écouter au casque, hein. C'est dans ces moments-là que je regarde de ne pas avoir de cheveux. Là, ça serait énorme. Bon, là, avec le portable, j'ai pas les basses. Il me faut le casque. Je vais devoir vous laisser pour le casque. Écoutez, écoutez. Bon. À demain.